Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition et merci à vous de commencer cette semaine avec nous. Aujourd'hui, une actualité chargée avec qui nous en parlerons. Nous parlerons de cela avec Jacques Martial Henry. Bonsoir Jacques Martial. Bonsoir Mina. Vous êtes chargé de mission MCG et on parlera avec vous de cette grève qui a été entamée aujourd'hui du côté du port de Longoni. On reviendra notamment sur les revendications des grévistes avec vous. Avec nous également sur le plateau, Bakar Ali Boto. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes adjoint au maire à la mairie de Mamoudzou et on va parler de ce mouvement lancé par le maire de Mamoudzou, Majani Mohamed, qui aujourd'hui a décidé de fermer toutes les écoles de la commune, en tout cas dans le premier degré, pour protester contre une mesure prise par le préfet. On en parle plus amplement tout à l'heure avec vous. Vous restez avec nous. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 23 octobre. Journée morte aujourd'hui au lycée du Nord. Les parents d'élèves ont effectivement décidé de fermer les portes de l'établissement jusqu'à nouvel ordre en raison de la multiplication des actes de violence et d'agression. À 15 h, une réunion a débuté entre les parents et les autorités compétentes afin de trouver des solutions contre la violence. Reportage. Les portes des écoles du premier degré de la commune de Mamoudzou étaient également fermées ce matin. En effet, pour contester la décision de la préfecture qui a diminué les dotations des contrats aidés, le maire de Mamoudzou a décidé de ne plus ouvrir les écoles, faute de personnel. Et explication. L'association mahoraise de réanimation pédiatrique organise en partenariat avec l'ARS et le CHM 2 jours dédiés aux différentes techniques de réanimation et à la diversité des prises en charge des enfants et des nouveau-nés. Objectif, partager son expérience et apprendre de nouvelles techniques en la matière. Focus sur ce secteur à développer à la fin de votre journal. C'était il y a 2 semaines, le lycée du Nord était en proie à de vives violences, notamment l'agression au couteau d'un élève. Des violences qui touchent une large part des établissements de l'île. Et face à ce fléau et en guise de protestation, les parents d'élèves des communes du nord de l'île ont décidé de se mobiliser en bloquant l'accès aux élèves au pied de l'établissement. Et justement, en ce jour de rentrée scolaire, c'était ce matin, sur place à Mtsangadoua, Soni Chamsidine. Porte close ce lundi au lycée du Nord. Après une énième agression d'un lycéen le 14 octobre dernier, les parents d'élèves ont décidé de décréter une journée morte pour l'établissement situé à Mtsangadoua. Des parents actuellement excédés par ces violences à répétition. Je suis vraiment très en colère et je suis tellement nerveux. J'accuse première personne l'État, j'accuse le vice-recteur parce qu'il ne vient pas sur place, il ne veut pas nous écouter, nous on est sur place, mais elle veut faire les choses à leur façon. Donc ce n'est pas normal et on va être comme ça jusqu'à quand? Et si c'était sa fille ou son fils ou son petit-fils, elle réagira comment? L'État, la préfecture, l'éducation nationale, ils sont où leur part de responsabilité? Aujourd'hui, les parents ne sortiront pas ici tant qu'il n'y a pas une discussion mise sur table. Parce qu'il y a 5 ans de cela, j'étais intervenue pour insécurité de cet lycée et qu'il y avait un manque d'effectifs, qu'aujourd'hui il n'y a rien qui a bougé sur le manque d'effectifs. Le dialogue semble désormais rompu pour les familles avec l'éducation nationale alors que la situation ne cesse de s'aggraver. Certains vont jusqu'à demander des départs. En 5 ans, les actes de violence se sont multipliés au sein et aux abords du lycée du Nord, avec des conséquences aujourd'hui sans appel. 4 lycéens et un adulte très gravement blessés. 30 plaintes ont depuis été déposées. Des actions concrètes sont dorénavant réclamées. Ça se passe au lycée du Nord, comme dans les autres lycées de Mayotte, aussi bien dans les collèges que dans les écoles primaires. Je dis stop, monsieur le préfet de Mayotte. Stop, monsieur le préfet de Mayotte. Il est temps et très urgent de mettre en œuvre une autre stratégie en matière de sécurité et sûreté dans les établissements publics scolaires.
Il est grand temps qu'il y ait un débat public clair en matière de sécurité et sûreté, qui concerne aussi bien les parents chez eux, qui concerne aussi bien les enfants à l'école que les professionnels dans leur lieu professionnel. En début d'après-midi, la vice-recteure s'est rendue à la rencontre d'une délégation des parents d'élèves. En attendant l'issue de la réunion, les parents s'en sont remis à Dieu par le biais de prières pour éradiquer une bonne fois pour toutes un fléau sans frontières. Et à noter qu'une rencontre s'est tenue dans la journée entre les parents et les autorités compétentes. Les mesures annoncées n'ont pas été jugées satisfaisantes pour les parents. Les blocages devraient donc continuer dans les établissements du Nord. Et c'est donc ce matin que les élèves du département ont retrouvé le chemin de l'école, à l'exception de ceux de la commune de Mamoudzou. Le maire l'avait en effet annoncé la semaine dernière. Et si Majani Mohamed a mis en exécution sa menace, c'est en réponse à la décision du préfet de diminuer les dotations des contrats aidés. La sécurité et l'hygiène étant une priorité pour la mairie, les écoles du premier degré du chef-lieu seront donc fermées jusqu'à nouvel ordre. Bastien Sabouret. Puisque l'effectif des CU qui nous a été alloué a été diminué par 2, nous n'avons pas la possibilité d'assurer la rentrée pour le 23 de nos enfants dans les établissements scolaires. Le maire a prévenu, les écoles sont fermées aujourd'hui, et ce, jusqu'à nouvel ordre. C'est afin de protester contre la diminution des dotations pour les contrats aidés décidée par le préfet que le maire de Mamoudzou a décidé la fermeture des 36 établissements du premier degré de la commune. La décision de la préfecture étonne, le maintien des dotations était pourtant un engagement pris par le gouvernement. Le préfet s'engage à prendre l'initiative de baisser les emplois aidés, alors que le gouvernement, c'est-à-dire la ministre des Outre-mer, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre du Budget et le ministre du Travail, ils s'étaient engagés à sanctuariser les emplois aidés dans les Outre-mer et pour l'Éducation nationale. Les personnels dédiés à la surveillance, à la sécurité, à l'entretien ou encore aux animations périscolaires sont diminués de moitié. Sur les 140 postes, la moitié ne sont pas renouvelés. Seules 70 personnes restent en contrat aidé, un nombre insuffisant pour maintenir une école pérenne et sereine. Avec les rythmes scolaires, nous avons besoin de ces personnes-là pour nous aider, ne serait-ce que pendant la pause méridienne. Donc on a besoin de ces emplois aidés et on a besoin donc de les faire garder. Donc l'action des maires est plus que du maire de Mamoudzou est plus que saluée. S'il y a un enfant qui se blesse, peu importe ce qui pourrait arriver à un enfant à l'école dans cette situation où nous n'avons pas assez de personnes pour pouvoir les contrôler, alors là, ça c'est la responsabilité des maires. La fermeture des écoles peut durer longtemps. Aucune date de réouverture n'est encore annoncée. En ce qui concerne le retard scolaire, celui-ci ne sera pas rattrapé. Vaut mieux un retard scolaire que de voir un enfant perdre un organe ou attraper une maladie. Donc voilà. Il y a un retard qui est organisé dès la maternelle. Donc on ne va pas se focaliser sur une initiative qui va être ponctuelle du maire pour dire que là ça va être catastrophique pour les élèves. De toute façon c'est déjà catastrophique dès le début de l'année, dès le début de la scolarisation d'un enfant. La sécurité et l'hygiène sont une priorité pour la ville de Mamoudzou. On peut regretter qu'elle ne fasse pas bon ménage avec une autre des priorités du territoire, l'éducation par l'école. Et on en parle justement avec Bakar Aliboto qui est premier adjoint à la mairie de Mamoudzou. On l'a vu, le maire a pris une décision forte, fermer les écoles en tout cas du premier degré pour justement avoir satisfaction du côté de la préfecture. Aujourd'hui une réunion s'est tenue, qu'a-t-elle donné ? Oui, d'abord, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices. Je rappelle tout d'abord que la fermeture des écoles, le maire ne l'a pas fait par plaisir, mais c'est parce qu'il y a nécessité, compte tenu de ce manque de sécurité et d'hygiène dans les écoles, lié à cette réduction des dotations en matière de CEI, contrat unique d'insertion, ou tout simplement les contrats aidés. Mais la réunion, et en plus, avant de parler de la réunion de cet après-midi, je rappelle aussi que c'est un dossier global qui concerne l'ensemble du département. L'ensemble des 17 maires sont concernés, le département aussi également,
et quelques associations qui bénéficient de ces CEI. C'est vrai que le maire, notre maire, M. Mohamed Majani, avant de prendre cette décision, cet arrêté de fermer les écoles, a sollicité naturellement ses collègues, notamment l'association de maires, pour qu'ils puissent organiser ensemble une réunion. Mais vous savez que nous sortons d'une longue élection. D'abord, il y a eu les législatives, puis les sénatoriales, et du coup, pendant ces périodes-là, quand dans les autres départements d'outre-mer se mobilisaient pour demander au gouvernement de revenir sur cette décision, à Mayotte, on était concentré sur les élections. Maintenant, les élections sont passées. Par contre, on se rend compte qu'on n'a pas l'effectif nécessaire pour pouvoir entretenir les écoles et assurer la sécurité dans ces établissements. C'est pourquoi le maire Mohamed Majani a pris cette décision en attendant que l'association de maires, avec l'ensemble des élus concernés, se mobilise par la suite. D'ailleurs, il y a eu une réunion à la fin d'ici la fin de la semaine. Je rappelle que c'est le préfet qui a souhaité rencontrer le maire de Mamoudzou à l'issue de ces fermetures des établissements scolaires. Donc le maire, naturellement, s'est rendu à cette réunion cet après-midi, accompagné bien sûr de moi-même et de notre staff administratif. Nous avons écouté le préfet, puisqu'il avait à communiquer un certain nombre de données à notre maire. Et il se trouve qu'au vu des données communiquées, notamment pour le second semestre de l'année 2017, le préfet dispose au total, et pour l'ensemble de Mayotte, 567 contrats CEI. C'est largement en dessous des besoins de Mayotte. Rien que pour Mamoudzou, nous avons des besoins qui s'élèvent à 395 contrats CEI. Actuellement, nous avons un déficit de 239 contrats qui manquent. Ça veut dire, pour pouvoir entretenir les écoles et assurer la sécurité de nos jeunes, il faut absolument avoir 239 contrats, en tout cas agents supplémentaires de contrats CEI. Qu'est-ce que vous voulez dire, Bakar Liboto? Tant que vous n'aurez pas ces CEI rétablis, vous n'ouvrirez pas les écoles de Mamoudzou? Actuellement, lorsqu'on nous a communiqué ces chiffres, bon, c'est vrai de deux choses l'une. On aurait pu peut-être insister, pousser, demander au préfet de faire ce qu'il faut pour nous donner les 239 contrats qui manquent. Mais si nous prenons les 239 sur les 567, ça veut dire qu'il ne va pas rester grand-chose pour le reste de Mayotte. Vous pouvez me dire, mais écoutez, bon, le reste de Mayotte, ce n'est pas votre problème, c'est le problème des autres. Mais nous sommes dans une île où nous devons vivre ensemble et nous devons faire en sorte que les efforts soient partagés. C'est pour cela que nous avons dit effectivement prendre 239 000 ou demander 239 contrats, ça ne serait pas complètement responsable par rapport à cette affaire. Et en tout cas, le préfet n'avait pas les moyens de nous donner ces 239. Donc ce que nous nous sommes dit, le maire s'est dit, écoutez, ce qu'on va faire, nous allons rentrer à la maison, à la mairie, nous allons chercher ce qu'on pourra par rapport à nos effectifs permanents, c'est-à-dire les CEI, mais les autres aussi, pour essayer de trouver le moyen qui nous permettra au moins de pouvoir nettoyer au minimum et assurer la sécurité au minimum. Si nous avons ça, en fonction des réunions qu'il peut y avoir aussi par la suite, nous pouvons commencer à travailler en attendant que les élus se réunissent pour faire une action. Parce que le plus important, ce n'est pas la mairie de Mamoudzou. Et la mairie de Mamoudzou toute seule ne peut pas résoudre le problème de tous les départements. Bakar Liboto, un manque d'anticipation de nos élus. Je ne dirais pas un manque d'anticipation, je vous ai dit tout à l'heure. Quand la décision est tombée, à Mayotte, on avait les élections. C'est vrai que chez les autres, on avait aussi. Mais Mayotte est petite, c'est une petite île. Quand on fait les choses, on les fait avec passion. Et quand les élections sont finies, c'est là on se dit, mais mince, on n'a pas été capable au moment opportun de faire ce qu'il fallait. Mais maintenant, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Bon, c'est pour cela que les élus, les maires notamment, vont se réunir au cours de la semaine. Et nous attendons cette réunion et la mobilisation de l'ensemble des élus. Est-ce que demain, les parents pourront emmener leurs enfants à l'école et ils seront reçus dans les établissements scolaires? La première chose, nous demandons, je demande au nom de la mairie, au nom du maire de la mairie, toutes nos excuses aux parents pour ce désagrément, puisque ce n'est pas la faute aux parents, ce n'est pas la faute non plus aux élèves. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas mettre en danger la sécurité de ces enfants, la sécurité de nos enfants, donc on ne peut pas les envoyer à l'école. Donc les écoles ne seront pas
ouverte tant que nous n'aurons pas réglé cette affaire d'effectifs, ou en tout cas tant que nous n'aurons pas trouvé les effectifs nécessaires pour pouvoir nettoyer et assurer la sécurité dans ces établissements. Donc demain, il n'y aura pas école. Merci beaucoup Bakar Libeto pour toutes ces précisions. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Et à présent, direction le port de Longoni où la grève annoncée depuis plusieurs jours a débuté ce matin. Jeudi dernier, une réunion a eu lieu entre les ex-agents de la CCIM à l'origine du préavis et des représentants de l'entreprise. Une réunion qui n'aura pas porté ses fruits en raison de l'absence de Idanel. Le lendemain, la réunion prévue a été annulée et reportée à ce lundi 23 octobre, jour du début de la grève. Le port est donc à nouveau bloqué avec un nouveau bras de fer qui s'engage. Le point dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimley. L'entrée du port de Longoni est à nouveau soumise à fermeture. Depuis ce matin, les ex-agents de la CCIM, travaillant pour MCG, sont en grève. Ils réclament notamment l'application des différents protocoles de sortie de conflit signés ces dernières années. Il y a le virement des arriérés de la CCI depuis 2014-2017. Elle n'a viré que une partie. Donc aujourd'hui, on constate qu'il y a une partie qui n'est pas virée. Donc on est là pour revendiquer le reste. Ça, c'est le premier point. Et où il y a aussi les heures supplémentaires qui ne sont pas payées depuis le temps. Donc ça, puis il y a aussi l'avenant. On réclame l'avenant. Donc quand je réclame l'avenant, c'est-à-dire depuis que nous sommes arrivés à la MCG, jusqu'à maintenant, on n'a pas un contrat de MCG ni un avenant de MCG. Il y a aussi l'enlèvement des mises au départ aux retraites anticipées qu'elle avait proposé, elle voulait obliger certains collègues de prendre une retraite anticipée. Or, on sait bien que la retraite anticipée, c'est un droit, mais c'est toujours à l'initiative des salariés et non pas de patronat. Ce matin, les désaccords ont de nouveau été vifs du côté du port. En effet, certains agents ne comprennent pas les méthodes employées par les grévistes, à l'instar de ce salarié MCG qui se plaint d'avoir été victime de bousculades. Je me suis pointé au boulot, je suis pas, moi c'est mon boulot, je suis là, les gens ils sont venus, ils ont dit qu'ils sont en grève. Et ce que je me demande quoi, parce que quand quelqu'un il faut la grève, il faut que la vie de tout le monde. Moi je n'ai pas donné mon avis là-dedans, ils ne m'ont jamais appelé pour parler et moi je travaille avec eux, je suis là avec eux. Ils ne m'ont jamais appelé pour savoir ce qui se passe. Moi, je suis venu au boulot. Ils sont venus me bousculer, ils ont fermé la porte. Moi, ce que je demande, c'est juste un dialogue, de parler. Moi, on ne m'a jamais appelé pour discuter quoi que ce soit. Et que moi, j'existe dans cette entreprise. Donc, je ne comprends pas quel pays on est là, quoi. Je me demande si on est en France ou on est en Afrique, quoi. Les tensions sont toujours aussi présentes au port de Longoni. Un état de fait qui risque de se poursuivre dans les prochains jours, dans la mesure où les grévistes affirment une nouvelle fois qu'ils ne lâcheront rien. C'est plusieurs fois qu'on fait grève, on nous a arrêtés suite à des accords. Donc là où on est, on s'est dit il y a des choses qui peuvent être fait l'objet d'un engagement, mais il y a une chose qu'on demande que ça soit appliqué immédiatement. Donc c'est-à-dire le reliquat de prime, là on ne veut pas un accord. On veut que ça soit d'abord rentré dans le compte pour qu'on puisse connaître que ça c'est vrai. Parce qu'on ne peut plus avoir les promesses, donc on n'a plus confiance. Donc tant qu'il n'y a pas de versement de cet argent au compte, toujours on est en grève. À 15h, une réunion a été programmée entre la direction et les agents en grève. Une énième rencontre afin de mettre un point final à ce conflit qui ne cesse de paralyser le poumon économique de l'île. Je me tourne à présent vers notre deuxième invité. Il s'agit de Jacques Martial Henry qui est chargé de mission à MCG. Alors on l'a vu, la grève qui était annoncée par les salariés d'MCG a été entamée aujourd'hui avec des revendications qui reviennent souvent, notamment le paiement des heures supplémentaires, également cet avenant au contrat qui est attendu. Déjà, je regrette la diffusion des images d'archives qui sont de nature à désinformer la population. Il s'agit d'une grève d'une partie des agents de MCG sur... Pour illustrer le port. Oui, mais parfois, le caractère des images que vous avez diffusées sont de nature à désinformer la population et à semer le trouble sur une grève qui jusqu'à aujourd'hui qui a lieu, mais qui n'a pas l'ampleur
que vous avez diffusé là tout de suite. Il s'agit d'une partie des agents qui se sont mis en grève, c'est leur droit. Et je signale aussi que le fait que les autres qui ne veulent pas suivre cette grève et qui travaillent, c'est aussi leur droit. Donc un droit ne peut pas empiéter un autre droit. On l'a vu, on a filmé un salarié qui n'était pas en grève. Deuxièmement, nous sommes aujourd'hui dans une situation de transition. Même vous le savez, sur le code du travail. Jusqu'à aujourd'hui, c'est par des ordonnances, et par un code de travail spécifique pour Mayotte, vers un code de travail de droit commun à partir du 1er janvier 2018. Nous avons la convention collective nationale des dockers et grutiers, qui a été signé à l'époque de la CCI, qui est applicable, alors que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de décret qui fait extension de l'application des conventions collectives nationales. Donc cette situation de transition sème beaucoup de troubles. Déjà, il y a des salariés qui revendiquent, par exemple, des primes d'astreinte. Parce que ils estiment que lorsqu'ils étaient à la CCI, ils ont touché ces primes d'astreinte. Or, la réalité de leur activité professionnelle n'a rien à voir avec un emploi qui vise une situation d'astreinte. Donc, pour vous, cette grève n'a pas lieu d'être, Jacques? Voilà, il y a des revendications dont les revendicateurs, ceux qui les revendiquent, doivent justifier les bases légales et les modalités de calcul pour fixer ces primes. Parce que sous seul prétexte que vous les avez à l'époque où la CCI gérait le port, ça ne se justifie pas. D'autant plus qu'il y a la convention collective nationale unifiée qui précède ces pratiques de l'époque de la CCI. Nous sommes confrontés à une application qui vise des spécificités locales, des avantages qui émanant de la situation locale, des accords locaux, et des avantages émanant d'une convention collective nationale. Alors clairement, vous voulez nous dire quoi? Que MCG n'est pas prête à négocier avec ses salariés, ses grévistes? Au contraire, aujourd'hui, d'ailleurs c'est la première fois de ma vie au port que j'ai participé à une négociation, et la discussion n'a pas duré 20 minutes. Les salariés eux-mêmes se sont mis debout et ils sont partis. Alors qu'il y avait la DIECT, il y avait Madame Nel, il y avait ses collaborateurs qui étaient là. Et l'objectif était de discuter pour trouver des solutions. Là où les gens ne discutent pas. Parce que s'il y a un conflit social, c'est parce qu'il y a un désaccord. Oui, il y a un désaccord. Il y a un désaccord profond sur certains éléments. Il y a des éléments, par exemple, où on a présenté un tableau qui calcule les primes et les acquis sociaux, et qu'il y a des éléments dans ce tableau-là que Madame Nel n'a pas validé. Donc on revient justement à cette DSP, c'est ça? On revient à la manière dont les choses ont été faites du côté du port? Ça n'a rien à voir avec la DSP. Aujourd'hui, c'est le transfert. Ça n'a rien à voir avec la DSP. Vous n'allez pas me dire que quand il y avait la grève au port, au Conseil général, c'est là. Non, ce blocage, il y a eu des agents qui travaillaient à la CCI. Vous savez qu'à partir de 2013, il y a eu la convention de la DSP qui a été signée avec MCG. Et 2 semaines avant la mise en œuvre de cette convention, Martinez, à l'époque qui était président de la CCI, a signé des accords, alors qu'en ce moment-là, il ne pouvait pas engager juridiquement la CCI sur des aspects qui allaient avoir des répercussions sur la gestion du port que la CCI allait perdre. Au bout d'une semaine ou 2 semaines, il a signé des accords qui aujourd'hui met en difficulté le bon fonctionnement du port. Et puis deuxièmement, avec des agents, ils ont le droit de revendiquer certaines applications, mais il faut savoir que lorsque vous revendiquez quelque chose, vous devez apporter les bases légales
qui justifie votre revendication. Est-ce que vous avez prévu de revoir ces grévistes pour justement discuter de ces points de vue? Il faut que les gens discutent. Là où il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de solution. Et s'il y a un conflit social, c'est parce que les deux parties sont en désaccord. Et que la présence de la DIECT, c'est pour pousser les deux parties à s'entendre. Mais lorsqu'on fait 20 minutes et qu'on se lève pour partir, c'est sûr et certain, il ne peut pas y avoir des accords. Puis deuxièmement, je regrette le fait que le préfet n'intervient pas pour ouvrir le port. On ne peut pas accepter. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pèlerins qui sont revenus de la Mecque qui venaient récupérer leurs conteneurs. Quelques personnes viennent barricader le portail et que le préfet ne fait rien. Les gendarmes sont là juste pour constater que le portail est barricadé et non pas pour l'ouvrir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un pays de droit. Le port, c'est un service public industriel et commercial. Nous avons le droit que le port fonctionne comme un vrai service. Merci beaucoup Jacques Martial Henry pour ces précisions. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Et nous suivrons bien évidemment ce dossier de cette grève au port de Longoni de très près. Je vous remercie. Et au 1er janvier 2018, le Code du travail de droit commun doit entrer en vigueur sur le département, mais certaines mesures, à l'instar du Conseil de prud'homme, ne seront pas applicables. Chargé de juger les litiges entre salariés et patronat, l'entrée en vigueur de cet organe a été différée au 1er janvier 2022. Selon l'État, en effet, les assesseurs qui officient actuellement au tribunal du travail ne sont pas suffisamment formés et pour siéger à ce tribunal de droit commun, une décision contre laquelle s'insurge la CFE-CGC, comme l'a expliqué ce matin Djamal lors de la matinale de Kwezi. On nous a dit que le Code du travail va s'appliquer intégralement. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a 5% du Code du travail n'est pas appliqué. Ouais, donc c'est 95%. C'est 95%, mais le 5% qui reste, c'est parmi les plus importants. Pourquoi il n'est pas appliqué? Tout simplement parce que, alors que dans le décret d'octobre 2016, ça a été dit, modifiant le décret de 2011, ça a été bien précisé qu'on va appliquer au 31 décembre 2017, plus tard, où on aura un conseil de prud'homme. Là, aujourd'hui, on nous dit que finalement, on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas? Parce que nos assesseurs ne sont pas formés. Il faut le former. Nous, ce n'est pas notre problème s'ils ne sont pas formés. Notre problème, c'est que c'est à l'État de mettre le moyen pour que, justement, au 1er janvier 2018, le conseil de prud'homme puisse se mettre en place. Et je vous propose à présent de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 23 octobre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Par le biais d'un communiqué, le Front départemental mahorais s'interroge face au prix pratiqué à Mayotte. Pour ce faire, l'association compare le prix d'un pack d'eau vendu à la fois en métropole et à Mayotte. Après calcul, l'association affirme que l'octroi de mer ne peut justifier un tel écart et dénonce des marges sans limite. Le Front départemental remet sur le tapis la crise de l'eau en écrivant, je cite, « Pendant la crise qui a duré plus de 4 mois, vous avez continué à dépouiller les Mahorais qui étaient dans le besoin. Et visiblement, vous allez continuer, et le préfet de Mayotte applaudit des deux mains en invoquant la libre fixation des prix dans les commerces. Mais sommes-nous dans des conditions normales de concurrence? La loi Lurel est passée par là sans aucune amélioration pour nous. Et l'organisme qui est censé contrôler les prix et la concurrence, que fait-il? Monsieur le directeur de Cora, monsieur le préfet et les élus locaux, nous voulons des réponses. Le 14 octobre dernier, un individu ayant participé à plusieurs agressions, dont un braquage dans un restaurant situé à Cavani, a été interpellé par la brigade anticriminalité. À l'issue de sa garde à vue, il devait être entendu par la juge des libertés de la détention. Néanmoins, la magistrate d'astreinte ne s'est pas déplacée au parquet et a ordonné la remise en liberté du braqueur. L'affaire a eu le don de beaucoup faire réagir la population, notamment sur les réseaux sociaux, avec des propos bien souvent insultants à l'égard de la magistrate. Des propos qui n'ont pas été du goût du procureur de la République, Camille Miansoni. En effet, ce dernier a envoyé plusieurs convocations à des individus accusés d'outrage à magistrat. Les propriétaires des profils Facebook ont été rapidement retrouvés et devront s'expliquer devant la justice locale. Ils risquent jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Après vérification et au regard de sa carte d'identité, Madame Tavakolo
née le 22 décembre 1902, est la doyenne de France. Après découverte de son âge, elle a détrôné Honorine Rondello, de quelques mois sa benjamine. Or Honorine, qui était née le 28 juillet 1903, est décédée jeudi 19 octobre à 114 ans. Suite à cette disparition, la presse nationale a désigné Lucie Randon, une Varoise résidant à Toulon, née le 11 février 1904, comme la doyenne de France. Madame Tavakolo n'est ainsi pas reconnue comme doyenne, la fiabilité de l'état civil mahorais étant remise en cause. Le site encyclopédique Wikipédia suit d'ailleurs cette logique, puisque Tavakolo n'y figure plus, alors même qu'elle venait de faire l'objet d'une mise à jour du site il y a peu. Reste maintenant à espérer que l'État sera moins partial que la presse nationale et remettra à cette grand-mère de 108 arrière-petits-enfants les honneurs qui lui sont dus. Et on termine à présent avec les journées mahoraises de la réanimation pédiatrique organisées depuis 3 ans maintenant par l'Association mahoraise de réanimation. Celles-ci sont dédiées aux différentes techniques de réanimation et à la diversité des prises en charge des enfants et des nouveau-nés. Dans un contexte où, d'après le dernier recensement de l'INSEE en 2012, la moitié de la population mahoraise est âgée de moins de 17 ans et où 3 Mahorais sur 10 à moins de 10 ans, ces journées sont d'une importance capitale. Le reportage d'Adèle Laurent. Le service réanimation du CHM s'occupe des patients nécessitant des soins techniques importants avec une surveillance constante. Et la moitié de la population mahoraise ayant moins de 17 ans, il est indispensable de développer la réanimation pédiatrique à Mayotte. Le docteur Renaud Blondet, membre fondateur de l'Association mahoraise de réanimation et réanimateur pédiatrique, nous explique pourquoi. On n'a pas de réanimation pédiatrique, on a une réanimation adulte où il y a 30% d'activité pédiatrique dans la réanimation adulte. En gros, il y a à peu près 200 enfants hospitalisés en réanimation adulte. Et pourquoi c'est important à développer? Parce que notre ARS nous demande de stabiliser les enfants ici sur Mayotte avant de les envoyer à La Réunion. Le problème, c'est que quand les enfants sont gravissimes, qu'on nécessite de la réanimation, ils sont proches du décès, il y a un pronostic vital qui est engagé. Il faut absolument les stabiliser sur Mayotte. Une fois qu'ils sont stables sur Mayotte, après, ils n'ont plus besoin de réanimation. Donc, c'est indispensable de développer la réanimation pédiatrique ici. Donc, c'est pour ça que j'ai été engagé il y a 6 ans, pour développer la réanimation pédiatrique. C'est pour ça que le docteur Samuel Vernaz a été engagé il y a 2 ans. Et on est maintenant 2 réanimateurs pédiatriques à temps plein sur Mayotte. De réanimateurs pédiatriques et des journées organisées annuellement autour de ce thème important, comme aujourd'hui où les praticiens de santé ont pu être sensibilisés sur la prise en charge en pédiatrie. Au programme partage d'expériences et apprentissage des nouvelles techniques de réanimation pédiatrique. Ça permet aux infirmiers et aux médecins qui bossent en réanimation d'essayer de se parfaire, de toujours s'améliorer pour prendre en charge les enfants mahorais. Et donc on fait venir des intervenants parisiens, des intervenants réunionnais et c'est une occasion de se remettre à niveau ou d'essayer de continuer à s'améliorer. Améliorer la prise en charge des enfants et c'est dans ce but que 3 médecins en réanimation ont été invités à partager durant ces 2 journées leurs expériences, à l'instar du docteur Jérôme Rambaud qui travaille à l'hôpital Trousseau de Paris. L'hôpital Trousseau, on est un centre de référence sur tout ce qui est circulation extracorporelle du nouveau-né et de l'enfant. C'est une activité qui commence à développer à Mayotte, où on est en contact avec eux au téléphone. Du coup, il m'a demandé de venir pour parler un peu des indications, de nos pratiques, nos problèmes, pour partager nos connaissances avec eux. Mayotte n'a pas à rougir, hein, ils ont toutes les qualités et les capacités pour mettre en place ces projets-là dans les années à venir, à mon avis. Un secteur à développer impérativement sur une île qui a battu le record français du nombre de naissances l'année dernière. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OAM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle édition de votre JTM.